bonsoir. À la une de cette édition, le gouvernement durcit le ton et veut faire respecter la loi dans le dossier des manifestations de rue. Il existe une loi qui protège le patrimoine routier. Elle sera désormais appliquée. Le dossier Nafanta, les examens médicaux se poursuivent. Certains cas s'avèrent compliqués. Des kystes et infections génitales sont détectés chez plusieurs femmes. Apparemment, toutes les ressources minières semblent se donner rendez-vous sous le sous-sol guinéen. 60 millions de tonnes de graphite viennent d'être découverts à Lola. Le graphite, c'est la matière première des batteries électriques. Voilà pour les titres. Mais tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour ce jeudi. Parmi eux, la digitalisation des finances publiques, un projet de modernisation et de sécurisation de l'administration financière. Bernard Tonguino. Comme à l'accoutumée, la rencontre s'ouvre par les instructions du chef de l'État. Professeur Alpha Condé invite le gouvernement à s'investir pour améliorer le climat des investissements étrangers et nationaux, notamment dans les domaines agricoles et industriels. La finalisation de la réforme de la taxe foncière et le processus de digitalisation des finances publiques tiennent à cœur le président de la République. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité la ministre en charge de l'Agriculture à poursuivre les préparatifs de la journée de l'agriculture avec les partenaires concernés par cet événement. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'effectuer des choix judicieux sur les thèmes à débattre à cette occasion, notamment en ce qui concerne les spéculations agricoles. Le chef de l'État a demandé au gouvernement de veiller à apporter des réponses rapides aux demandes d'information ou de facilité d'installation des investisseurs qui souhaitent ouvrir des unités industrielles en Guinée. Le président de la République a demandé au ministre du Budget d'accélérer la réforme de la taxe foncière et de veiller à son recouvrement de façon optimale. Le chef de l'État a insisté pour que le processus de digitalisation des finances publiques et de l'administration fiscale se poursuive. À cet effet, il a demandé qu'une réunion se tienne avec les acteurs concernés. Ce jeudi, à Sékou-Touréa, plusieurs projets de décrets sont examinés. Le projet de décret portant gestion des polychlorobiphéniles, PCB, est présenté par la ministre de l'Environnement. La mesure vise à interdire l'usage industriel des produits toxiques, polluant l'environnement et nuisibles à la santé publique. Un engagement pris par la Guinée à travers les conventions internationales. Autre projet de décret, l'application des articles du Code des assurances de la République de Guinée relatifs à l'assurance des marchandises à l'importation. Une requête formulée par le gouverneur de la Banque centrale à la demande du ministère du Budget. S'agissant du projet de modernisation du système informatique des examens nationaux, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation évoque quelques difficultés qui endiguent le processus. Le ministre a informé que ce service est notamment confronté aux difficultés suivantes: insuffisance du réseau, faiblesse de la base de données, difficulté de partage des dossiers, faiblesse du serveur et absence de connexion à Internet, faible capacité de maîtrise du logiciel par les utilisateurs, manque d'équipement, cas de faux diplômes, faiblesse du système d'impression de documents. Le ministre a soutenu que cette modernisation permettra d'avoir de bons résultats, notamment la sécurisation des examens, l'obtention des diplômes fiables, l'uniformisation de la gestion des lycées par la biométrisation des élèves, un meilleur pilotage, l'impression automatisée des notes, listes et autres documents, la mise en confiance des universités vis-à-vis des nouveaux bacheliers. En prélude de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2018, la ministre de l'Action sociale annonce l'initiative de son département à célébrer l'événement sous le thème « Acquis, défis et perspectives de l'autonomisation des femmes à travers l'expérience des mutuelles des femmes africaines, MIFA ». Parlant des préparatifs du Hajj 2018, le secrétaire général aux affaires religieuses informe que le quota retenu en faveur de la Guinée est de 9000 pèlerins. Un quota strictement réservé aux pèlerins de nationalité guinéenne. À l'issue des différents sujets débattus, des décisions sont prises. 1.
Le Conseil approuve le projet de décret portant gestion écologique des PCB, des appareils et matériaux contaminés au PCB, présenté par Madame la ministre en charge de l'Environnement. 2. Le Conseil demande au secrétaire général aux affaires religieuses de tenir une réunion de travail avec les départements concernés afin de tirer tous les enseignements des pèlerinages antérieurs et de prendre les dispositions nécessaires à la réussite du Hajj 2018. Au titre des divers, le ministre du Budget a informé de la tenue de la session ordinaire de l'initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire. Une session prévue à Conakry du 22 au 23 février 2018. Ce communiqué par lequel la CENI se réjouit de l'intérêt que suscite la proclamation des résultats partiels définitifs des élections communales du 4 février 2018. À ce jour, le processus de proclamation a quasiment atteint un total de 98% et il ne reste plus que les procès-verbaux faisant encore l'objet de contentieux auprès des juridictions compétentes à l'intérieur du pays. Dans de nombreux autres cas, même quand les contentieux ont été vidés, le juge, à la lumière de sa décision, a requis de la CENI un nouveau calcul des voix à partir des procès-verbaux des bureaux de vote. Ces tâches additionnelles prolongent les délais de proclamation des résultats définitifs. La Commission électorale nationale indépendante salue le professionnalisme des magistrats et compte sur leur habituelle diligence dans l'examen des contentieux encore pendant devant leur juridiction afin d'aider à conclure cette ultime étape du processus électoral. Toutefois, la CENI rappelle que le processus de proclamation des résultats définitifs du scrutin par le président de l'institution se poursuivra sans désemparer jusqu'à la totalité des circonscriptions électorales du pays, et cela dès que les juges auront vidé les derniers contentieux. La CENI sait compter sur la compréhension de tous. On a connu un début de semaine mouvementé des violences provoquées d'une part par l'appel de l'aile dure du SLEG et de l'autre côté il s'agit des violences post-électorales. Hier, les coordinations des 4 régions du pays ont parlé d'une seule voix. Elles appellent les Guinéens au calme. Maurice Sidibé. Le Conseil des sages, après une analyse approfondie des crises que traverse notre pays et eu égard au rôle qui lui est dévolu dans le cadre du maintien et du renforcement de l'unité nationale, de la paix et de la concorde sociale, a abouti à la déclaration dont la teneur suit. Le Conseil des sages constate avec un profond regret et une grande amertume les violences ayant provoqué des pertes en vie humaine et d'innombrables dégâts matériels dans les sous-préfectures de Kalinko, préfecture de Denguiraï, de Dogomé, préfecture de Dabola, de Linsan, préfecture de Kindia, dans les communes de Dixine et de Ratoma, etc., pour ne citer que ceux-là, pendant ces élections communales et communautaires. Déplore le manque de responsabilité et de civisme dont ont fait preuve des leaders de partis politiques dans le manque d'encadrement et de discipline de leurs militants et de leurs militantes. Convaincu qu'à la violence et à la barbarie, il faut substituer la concertation, la retenue et surtout le dialogue, sans lesquels rien de durable ne peut se construire dans un pays. Conscient que pour créer un climat de paix et de quiétude sociale, il faut nécessairement passer par le dialogue, la concertation, la tolérance et le consensus. Le Conseil des sages apprécie hautement la maturité politique du peuple de Guinée pour sa participation massive au scrutin dans un climat de paix, de quiétude et de sérénité. Lance un appel pressant aux autorités à tous les niveaux, aux acteurs politiques, aux services de défense et de sécurité et à tous les leaders d'opinion d'arrêter immédiatement les violences physiques, verbales et comportementales dans notre pays pour un développement harmonieux et équilibré de la nation, gage d'une démocratie apaisée et constructive. Demande à l'administration, à travers ses représentants dans la CENI, ces structures décentralisées et déconcentrées, d'observer la stricte neutralité durant tout le processus électoral. Invite tous les partis politiques, la CENI et le gouvernement au respect scrupuleux du code de conduite des partis politiques et des accords auxquels ils ont souscrit. Invite les acteurs politiques, notamment la mouvance présidentielle et l'opposition républicaine, à privilégier le dialogue et la concertation dans l'intérêt supérieur de la nation. Demande à la CENI, garante de tout le processus électoral, de travailler en synergie avec les partis politiques, l'administration,
les services de défense et de sécurité avec une grande probité morale. Exige de la CENI toute la transparence et toute l'équité souhaitée par chacun et tous. Demande aux acteurs politiques et à tous leurs militants d'accepter de façon responsable et citoyenne les résultats issus des urnes. Demande aussi aux acteurs politiques qu'en cas de contestation, d'user des voies de recours prévues par la loi afin d'éviter de jeter les militaires dans les rues, ce qui pourrait aboutir à la violence. Demande aux services de défense et de sécurité de prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, car toute position partisane de leur part peut être préjudiciable au bon déroulement du processus électoral. Demande tout particulièrement aux services de défense et de sécurité de garantir le bon déroulement du processus électoral. Salue et encourage Monsieur le ministre des Droits de l'Homme, de l'Unité et de la Citoyenneté pour l'appel lancé en direction des partis politiques et alliés de la mouvance présidentielle et de l'opposition républicaine pour l'édification d'une Guinée unie, forte et prospère. Le Conseil des sages présente ses condoléances émues au peuple de Guinée et singulièrement aux familles endeuillées pendant les élections communales et communautaires. Témoigne par la même occasion toute sa compassion aux personnes blessées et leur souhaite un prompt rétablissement. Demande incessamment au gouvernement de faire immédiatement la lumière sur ces violences et de traduire leurs commanditaires en justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Le Conseil des sages demande enfin aux responsables syndicaux du SLEG de surseoir à leur mouvement de grève. Un calendrier de rencontres sera établi dans les meilleurs délais avec les leaders syndicaux concernés en vue de trouver une issue heureuse à la crise qui secoue l'éducation. Les versions langue nationale de cette déclaration assurent juste après le journal. Au-delà de cet appel des sages, le gouvernement, lui, annonce des dispositions draconiennes. Il existe une loi qui protège le patrimoine routier. Elle sera désormais appliquée. Et tout manifestant pris en train de brûler des pneus, entre autres, sur la chaussée devra répondre de ses actes. Ansouman Toumani Kamara. Les manifestations de rue deviennent des éléments destructeurs du réseau routier guinéen. Des pneus sont brûlés sur la chaussée, des ordures et huiles déversées, ainsi que des encombrants physiques qui envahissent les voiries urbaines lors de ces manifestations populaires. Pourtant, ces infrastructures qui n'ont aucune coloration partisane sont réalisées au prix d'importants investissements venus des poches du contribuable guinéen et des partenaires étrangers. Le ministère des Travaux publics rappelle que cette situation malheureuse a un impact négatif sur la durabilité et la garantie de nos routes et décourage les partenaires qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets. Pour protéger ces rues contre toutes les formes d'agression, la Guinée s'est dotée d'un document juridique. La loi sur la protection du patrimoine routier prévoit des mesures correctionnelles pour tout acte qui affecte négativement nos routes. Ces infrastructures routières étant indispensables au bien-être collectif des citoyens, c'est pourquoi j'en appelle à l'esprit patriotique de tous à l'arrêt immédiat de tels actes d'incivisme, tout en se réservant le droit de porter plainte contre tous les contrevenants en vertu de la loi R/2016/014/AN du 30 décembre 2016 portant protection du patrimoine routier national de la République de Guinée. La brigade de la gendarmerie chargée de la protection du patrimoine routier encore dormante se réveillera certainement pour préserver les énormes investissements de l'État et de ses partenaires. Pendant ce temps, à Kissoudjougou, les jeunes lancent une caravane pour la paix. L'idée, c'est de parcourir toute la préfecture, de faire du porte-à-porte pour sensibiliser les familles. Amadou Touré. C'est un carnaval géant suivi des séances de sensibilisation et de lecture du Coran initiées par la jeunesse de Kissoudjougou. À travers cette initiative, les jeunes de cette localité mobilisés derrière leur parrain Aboubakar Assata Diallo disent non à toute forme de violence en cette période post-électorale. Il est très important que les gens viennent dans les différentes préfectures pour sensibiliser les parents pour la paix. Après l'élection, nous sommes tous de Kissoudjougou et on restera toujours Kissoudjougou. Kissoudjougou appartient à tous les fils de Kissoudjougou sans exception. À l'heure qui fait, la violence n'a plus son sens. C'est de choisir le maire qui pourra faire quelque chose pour ta préfecture. Sans violence, dans la paix et dans la quiétude.
De par sa position géographique se trouvant entre la savane et la région forestière, la préfecture de Kissidougou est un centre cosmopolite où plusieurs communautés cohabitent depuis des décennies. C'est pourquoi la culture de la paix dans cette localité est fondamentale pour la stabilité du pays. On peut ne pas appartenir au même parti, mais cela ne veut pas devenir des ennemis entre nous. Donc c'est ça, on est là dans ce cadre, sensibiliser les gens, nos frères, nos parents, nos mamans. Et Dieu merci que Kissidougou n'est pas une ville violente. Donc on est là pour renforcer cette bonne relation. À travers des initiatives comme celle-ci, Kissidougou devient progressivement un havre de paix à l'image de son nom qui signifie terre promise, selon les fondateurs au Moyen-Âge. L'actualité, c'est le dossier des femmes victimes de l'escroquerie de Nafanta. 514 femmes vivant avec de fausses grossesses poursuivent leur consultation. Les examens sont formels pour certaines d'entre elles. Elles souffrent d'infections génitales ou encore de kystes. Certains cas sont même jugés compliqués. Hadia Toubari. Le centre médical communal de Matam est l'une des 4 structures sanitaires identifiées pour la prise en charge médicale des femmes victimes de la tradithérapeute Nafanta. Dans ce centre médical, 140 femmes porteuses de fausses grossesses sont orientées. Ce matin, Binta Biradi Kamara est l'une des 60 femmes à être examinées par les spécialistes. Des consultations approfondies qui se déroulent en 3 étapes. Elle est consultée d'abord par le médecin généraliste qui voit tous les aspects du point de vue clinique. La même femme passe en consultation gynécologique. Le médecin gynécologue apprécie tout ce qu'elle a comme problème gynécologique et fait des propositions. Maintenant, la dernière phase de la consultation, ça c'est le médecin psychologue. Parce qu'on a vu que toutes ces femmes-là sont affectées psychologiquement. Donc elles ont besoin qu'on identifie le vrai problème psychologique qu'elle a et puis qu'on lui apporte le soutien nécessaire. Quand j'ai fait l'échographie, sur le papier on dit que j'ai le kyste. Donc quand je suis venue ici, ils m'ont consulté aussi. Ils m'ont encouragé que ça va aller. Dans chaque structure sanitaire, 5 médecins spécialistes sont chargés de mener les examens médicaux de ces femmes ayant l'abdomen ballonné. Les infections génitales, la malformation de l'utérus, des kystes et myomes sont les différentes pathologies diagnostiquées chez ces femmes vivant avec des fausses grossesses. Des pathologies dont la plupart sont entraînées par les soins offerts par la tradithérapeute Nafanta à ses victimes. Pour les patientes avec des complications poussées, une intervention chirurgicale immédiate s'impose. Tous ces dossiers, c'est les femmes qui doivent être opérées, qui viennent de cette dame de ce Nafanta. Donc nous, on les appelle SOS d'Abompa. Nous avons 15 dossiers. Ça, déjà, c'est des femmes qui sont prêtes pour être opérées dès la semaine prochaine. Elles sont convoquées à partir de demain, invitées à venir faire le bilan sanguin préopératoire pour qu'elles puissent être prises en charge. Ok, et gratuitement. Le nombre de femmes avec des infections, on a 11. Il y a une femme avec une anémie très sévère. Il y a une femme, les femmes avec colopathie fonctionnelle, les gens qui ont des troubles là, liés aux différents médicaments qu'elles ont consommés, il y a 10. L'autre volet de la prise en charge médicale de ces femmes victimes du traitement à l'indigénat de Nafanta est la distribution gratuite des médicaments. L'opération se fera en fonction du bilan médical de chaque femme. La phase 2, qui consiste à la délivrance ici des ordonnances, à partir non seulement de leur traitement édifié dans leur cahier de prise en charge, les antibiotiques seront disponibles. Ensuite, les antibiotiques par voie orale, par voie vaginale, également d'autres comprimés. Donc des maladies systémiques. Donc nous avons également plusieurs autres molécules qui sont disponibles. Et ces produits-là seront délivrés dans ces différents hôpitaux de référence. Tandis que la prise en charge médicale de ces 514 premières femmes supposées être enceintes est en cours, 300 autres femmes sont de nouveau enregistrées par le comité technique d'examen médical.
Dans les prochains jours, elles seront réparties entre les différents centres hospitaliers identifiés pour la circonstance. Un soulagement dans la préfecture de Dalaba pour 3000 personnes qui souffraient de tumeurs chroniques, de goitre et de hernie. Une équipe d'ophtalmologues est aussi attendue dans les prochains jours. Tout cela à la faveur d'un événement spécial, la célébration des 18 ans de coopération entre une ONG allemande et la localité de Daobodje. RTG Mamou, Mamadou Paté-Baldé. Situé à environ 70 km de Dalaba Centre, Daobodje a célébré les 18 ans de coopération avec l'ONG allemande École Solidarité. La commémoration de cette fête anniversaire a mobilisé les autorités locales ainsi que les populations voisines et les artistes du terroir venus magnifier leur reconnaissance à l'ONG. L'immense service que ces gens-là nous rendent, nous devons dire merci. Nous disons merci à l'équipe médicale, nous disons merci à Dr Yango, que Dieu consolide davantage les relations guinéo-allemandes. Cette deuxième équipe, conduite par Monica Bosquet et le couple Yango Keita, les médecins allemands ont consulté et traité gratuitement plus de 3000 patients en provenance des 4 régions naturelles de la Guinée et de la sous-région. Nous avons vu beaucoup de patients, aussi la groupe avant nous, en décembre, n'est-ce pas? Ils ont préparé les patients pour l'opération, ils ont vu les patients. Moi, j'ai vu beaucoup d'enfants avec les maladies, comme toujours, palud et parasitose, comme ça, et aussi les maladies très, très graves. En réalité, ce sont surtout des hernies et puis surtout des goitres. Pour nous, en venant de l'Allemagne, c'était surprenant de voir ce grand nombre et cette taille de ces goitres et de ces hernies. Et nous regrettons que le temps qu'on a ici ne suffit pas pour tout achever. Parmi les pathologies traitées par les médecins guinéens et allemands de l'ONG figurent entre autres des goitres, des hernies et des tumeurs chroniques. D'autres maladies sévères ont été transférées dans certains hôpitaux du pays à la charge de l'ONG. Nous allons systématiquement, nous allons pas à pas. Et pour nous, l'hygiène, c'est la chose fondamentale. Et ça, on avait déjà commencé par la production de savon sur place, de savon que nous donnons aussi bien à l'école qu'au centre de santé. Et la mosquée aussi en bénéficie de la même chose. Et c'est pourquoi nous avons envoyé l'eau, parce que nous savons qu'il y a des gens qui viennent là-bas. Donc quand la population vient sur le terrain, elle arrive à utiliser l'eau, à se nettoyer et utiliser les choses. Et c'est tout ça qui a fait qu'on a aussi fait la mosquée. En marge de cette célébration, une cuisine et des latrines publiques ont été inaugurées. Elles font partie désormais du lot d'infrastructures réalisées par l'ONG. Il est également prévu la construction d'une école maternelle et l'arrivée prochaine de 20 techniciens supérieurs en ophtalmologie pour offrir des soins gratuits à plus de 600 malades déjà identifiés. Santé toujours, bientôt des spécialistes guinéens en anesthésie. Une première vague d'infirmiers se forme déjà aux côtés d'experts étrangers. Les cours portent sur les nouvelles méthodes de travail. L'objectif est de spécialiser ces infirmiers. Samara Tolno. Au centre des échanges entre ces professionnels de santé, la pratique de l'anesthésie et la réanimation en Guinée. Avec des experts de renommée internationale et des médecins spécialistes en anesthésie, ces infirmiers venus des centres hospitaliers de Conakry apprennent de nouvelles pratiques sécuritaires de l'anesthésie et de la réanimation. Nous avons organisé un séminaire avec tous ceux qui pratiquent l'anesthésie et qui sont présents à Conakry, médecins comme infirmiers, pour voir les pratiques quotidiennes, souligner les insuffisances et donner quelques idées sur les avancées de la spécialité. Notre ambition et notre souhait est que le gouvernement accompagne nos structures médicales pour améliorer les conditions de travail de ces praticiens pour le plus grand bien de nos populations qui doivent bénéficier d'une anesthésie sûre et d'une anesthésie sécurisée. Pour plus de sécurité dans les blocs opératoires du pays, un programme de licence professionnelle est en cours d'élaboration par ces anesthésistes.
Un document qui permettra l'ouverture au mois d'octobre prochain d'une filière d'anesthésie à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, devenue depuis le 23 janvier 2018 faculté des sciences et techniques en santé. Pourquoi ce changement de nom? C'était pour amener la formation paramédicale au niveau de l'enseignement supérieur. Et cela a été fait à la suite de l'arrêté signé par le ministre. Et dans le cadre de cette formation paramédicale, il est prévu d'assurer la formation des infirmiers spécialisés dans certains domaines. Et parmi ces formations, vous avez donc la formation d'anesthésistes, d'infirmiers anesthésistes réanimateurs. Cette formation va permettre aux infirmiers d'acquérir une licence professionnelle en anesthésie. Et le but, c'est de pouvoir ravitailler l'intérieur du pays en personnel anesthésiste. Parce que il faut savoir qu'en Guinée, à l'intérieur du pays, on n'a pas d'anesthésiste, même à Conakry aussi. Et il est donc important de renforcer le nombre qui est à Conakry et surtout envoyer des anesthésistes formés en Guinée. Pour la bonne pratique du métier, le collectif des médecins anesthésistes et réanimateurs de Guinée a doté une cinquantaine de structures sanitaires d'oxymètres d'époux, un instrument de mesure de concentration d'oxygène dans le sang avant, pendant et après une intervention chirurgicale. Pour boucler ce dossier santé, on se rend à Dabola où une députée vient de faire don d'une ambulance à l'hôpital préfectoral, un geste qui vise à réduire les difficultés de transport des malades et blessés. On fait le point avec Robert Siditondo. L'hôpital de Dabola, 500 km de la capitale Conakry. Ici, plusieurs cas de maladies sont reçus et traités dans les différents services de l'hôpital. De la maternité à la pédiatrie en passant par le service d'urgence, les malades qui souffrent de complications sévères sont pour la plupart référés par les centres de santé des sous-préfectures dans les conditions difficiles de transport. Dans nos sous-préfectures, ce qui entraîne beaucoup de décès, l'élévation des taux de décès, c'est parce que le transport de ces malades-là est difficile. Les statistiques indiquent la fréquence des cas d'opération, des cas de grossesse à risque, des infections respiratoires aiguës et des cas de paludisme chronique. Pour mettre un terme à cette épineuse question d'évacuation des malades à temps et renforcer les conditions sanitaires des populations que cette ambulance a été offerte à l'hôpital de Dabola. Et le don de cette ambulance n'est autre chose que pour appuyer l'effort que le professeur Alpha Condé est en train de faire dans tout le pays. Une seule personne ne peut pas tout faire. Et c'est ce que je viens de faire, appuyer la santé de nos populations, surtout ma base, pour que nos mamans, nos papas et surtout nos mères qui sont dans des difficultés pour l'accouchement, pour que vraiment les choses soient atténuées et que la vie de la maman soit sauvée et celle de l'enfant soit sauvée. Depuis notre indépendance, c'est la première fois que Dabola reçoive un don de la part d'un ou d'une députée uninominale. Et je serai là à tout moment pour voir dans quel état se trouve l'ambulance. Ce don de l'honorable député uninominal de Dabola, premier du genre, intervient à un moment où un nouvel hôpital est en construction très avancée sur financement du gouvernement guinéen. Mine, plus de 60 millions de tonnes de graphite découvert à Lola, un véritable réservoir de cette ressource très convoitée dans le monde. En effet, le graphite est utilisé dans la fabrication de batteries électriques. La découverte puis la présentation sont faites par une société qui est déjà en phase d'exploitation. Valérie Talimané. Sama Ressources dispose d'un permis d'exploitation du gisement de graphite dans la préfecture de Lola. Après les prospections sur le terrain, l'heure est au bilan à mi-parcours des travaux de recherche devant les cadres du ministère des Mines et de la Géologie. Présente en Guinée depuis 2010, la société ambitionne la valorisation de près de 60 millions de tonnes de graphite sur une période de 80 ans. Avec un coût de réalisation de plus de 130 millions de dollars, ce projet devrait permettre la diversification de l'activité minière en Guinée. Dans le cadre de la diversification prônée par le président de la République et le ministre des Mines, nous sommes en train d'aller vers d'autres substances pour que l'arsenal minier guinéen en exploitation puisse aller au-delà de ces substances traditionnelles. Et c'est pour cela que nous avons encouragé le sable noir qui est détenu aujourd'hui par Mineral Sand, le graphite qui est avec Sama Ressources et d'autres substances également qui font l'objet de demandes aujourd'hui. Et ces substances-là s'inscrivent dans le cadre de développement industriel que le monde connaît, notamment la nouvelle technologie qui fait aujourd'hui la fierté
des scientifiques à travers le monde. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique mondiale-là en ayant des substances qui rentrent dans ce cadre-là, comme le graphite. Le graphite fait partie des minerais les plus prisés aujourd'hui dans le monde. Il entre dans la fabrication des batteries électriques des véhicules au-delà du lithium. Alors le graphite vous entoure partout, dans les aciers, dans les batteries, les huiles à moteur. Il y a du graphite dans les huiles à moteur. Tous les petits moteurs électriques ont des carbones, ce qu'on appelle les carbones. Ce qui font tourner le moteur électrique, c'est du graphite. Alors ça, c'est l'utilisation classique du graphite à travers le monde, mais il y a une nouvelle utilisation qui émerge maintenant, et c'est l'utilisation du graphite dans les batteries pour les voitures électriques et les accumulateurs d'énergie. Ces dernières années, la demande mondiale du produit a connu une hausse de 4%. Les premiers minerais de graphite sont attendus en 2020 avec une production annuelle de 50 000 tonnes. Ce chiffre va permettre à la Guinée d'occuper la 4e place des pays producteurs du graphite au monde. Il est piloté par le Rotary Club, mais financé par l'ambassade du Japon. Le projet va être lancé dans les prochaines heures. Il s'agit de la rénovation de l'école primaire de Matam Lido. L'établissement est vieux de plus de 60 ans et demain vendredi, les travaux seront lancés pour une durée de 3 mois. Mamadou Saliouba. Voici l'école primaire de Matam Lido 2. Vieille de plus de 60 ans, elle a cédé sous le poids de l'âge. Dans cet établissement délabré, sans porte ni fenêtre, évoluent 750 élèves et leurs encadreurs. Ce vieux bâtiment va bientôt céder sa place à une école moderne. Le projet de rénovation est piloté par le Rotary Club Conakry et financé par l'ambassade du Japon à plus d'1 milliard de francs guinéens. Nous souhaitons très fortement que la mairie de Matam et le Rotary Club de bien assurer le suivi pour que les travaux puissent être bien faits. Le choix de l'école primaire de Matam vient d'abord d'une densité extrêmement élevée dans ce quartier, qui est un quartier très très populaire, qui est un quartier où le taux de paupérisation est élevé, où il y a beaucoup de problèmes d'infrastructure. L'établissement sera entièrement rénové et équipé à mobilier. Il sera doté d'une direction, des latrines avec adduction d'eau, le tout dans une cour. Les travaux seront lancés ce vendredi et doivent s'étendre sur 3 mois. Pendant ce temps, les élèves seront transférés pour poursuivre les cours dans une école voisine. Je suis très très content que cette école soit rénovée. Quand je connais les difficultés que je rencontre depuis que je suis là-bas, si cette école est rénovée, ça me fait grand plaisir. Cet établissement scolaire est l'un des plus vieux de la commune de Matam. Sa rénovation permettra aux enfants de ce quartier populaire d'étudier dans le confort. Le secteur éducatif est devenu l'axe majeur de coopération guinéo-japonaise. En quelques années seulement, la représentation du pays du soleil levant a construit plus de 700 salles de classe en Guinée. Deuxième jour du carême chrétien ce jeudi, déjà un fait important, la consécration de la sœur Hélène Tonguino. Ça s'est passé à la paroisse Saint-Michel de Mongo, dans la préfecture de Guékédou. L'événement a mobilisé plusieurs fidèles chrétiens. Saint-Martin Francina de nous. Les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Michel de Mongo se mobilisent pour accueillir leur fille, consacrée religieuse, la sœur Hélène Tonguino. La communauté chrétienne débute la messe par une procession. Le rituel parle de son domicile familial pour l'église. Sur le trajet, la nouvelle religieuse est acclamée. Par l'intercession de la Vierge Marie, elle est confiée à Jésus-Christ pour l'aider à accomplir son ministère. Notre communauté chrétienne et l'ensemble de la population, en vous accueillant, vous rend un vibrant hommage pour votre haute gratitude envers le Seigneur, le suprême souverain qui vient de faire de vous sa servante dans le ministère de rédemption de son peuple et essuyer ta connaissance à cette famille chrétienne de Mongo qui a été à la base de ton éducation.
Née en 1990, la nouvelle religieuse sœur Hélène Tonguino mesure les responsabilités de son engagement à la quête du Seigneur. À cette messe d'action de grâce, elle est accompagnée de ses pères. Sur son nouveau chemin, elle sollicite le soutien permanent de ses parents et de toute la communauté religieuse pour être le sel et la lumière au milieu de tous les hommes. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de faire ma messe d'action de grâce dans ma paroisse d'origine, Saint-Michel de Mongo. Je remercie le bon Dieu pour m'avoir soutenu tout au long de mon cheminement vocationnel. L'arrivée d'Hélène comme religieuse dans la paroisse de Mongo et au sein de l'église de Guinée signifie une fécondité de notre église. C'est une gratuité que le Seigneur nous accorde en nous donnant une nouvelle religieuse pour le service de son église. Mongo a été la porte d'entrée des missionnaires catholiques dans la préfecture de Djekedou. Cette paroisse, vieille de plus de 100 ans, accueille aujourd'hui la première religieuse native de la localité. Déjà, le nombre de frères et de prêtres spiritains natifs de Mongo est à 3, un motif de satisfaction pour les parents et les fidèles catholiques. Depuis quelques jours enfin, des rumeurs courent sur une présumée attaque sur la résidence privée du premier imam de la mosquée centrale de Conakry. Cette rumeur est fausse. Des acteurs sociaux profitent d'ailleurs de ce démenti pour prôner la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Aboubakar Junior Camara. C'est une nouvelle qui affole le pays et la communauté guinéenne à l'étranger. Le domicile privé du grand imam de Conakry, pillé, rapportent les réseaux sociaux. Ce matin, El Hadj Mamadou Saliou Camara s'est précipité sur les médias crédibles pour démentir et dénonce l'intoxication. Depuis la ville de Kindia, le grand imam rassure que son domicile n'a fait l'objet d'aucune attaque. Ou bien, politique or vote fait guérir mara, politique fait guérir mara. Et bore nam brigande et bore mouya et girim bebile afindi massacre belebele do rotagi. Hankelina et bore bombok ne men mi hindi bala saya masodana ko inaka muna to yaraba bang gamfe anum bang kana fe ngbe fala kina ke wulera na kolon on waji bara findi na mere nyere bokhira abara findi entreprise la birimbara sukofe beni e bombo na me hula nyerera bantanga fala la gine di birimbe na ha kui anun na ha farma me ren khilma Canada en khilma Amerique en khilma France en khilma Italie en khilma dunia partout face ma khili e mer bara ma bangi kana dommage nde ana fala wa mfama kobre di ndera samba de na o ma metti de halu wasantan samba ma kobre kana han samba kobre ileri ngaswali nan saramara na mayre bure ndamma bangi mu kana khidi ndo bore ga bangi nan kana konena ga feni do bore li Les violences enregistrées par endroits au lendemain des élections communales du 4 février dernier surprennent. Au niveau des couches sociales, des appels à la raison sont relayés. Ce qui nous revient comme rôle en tant que femmes, c'est de continuer à éduquer nos enfants, de ne pas abandonner notre rôle régalien qui est l'éducation de nos enfants. Mais quelle que soit l'éducation que nous allons donner à nos enfants, si nous-mêmes, nous ne sommes pas convaincus de ce que nous sommes en train de faire, du rôle que nous devons jouer pour préserver cette paix, nos enfants ne nous suivront pas. La femme est au centre du processus de paix de toute société. Chez nous ici, n'est-ce pas, au sein même de la famille, autour de qui la famille se situe. C'est autour de la femme, l'épouse. Quand vous êtes l'épouse d'un homme, vous devez vous occuper de sa maman, de son père, de ses frères, de ses sœurs. Vous devez en même temps vous occuper de vos enfants. Vous devez vous occuper de vos propres frères et propres sœurs. Parce que la femme a un sens aigu de l'observation. La femme perçoit très vite ce qui peut déclencher un déséquilibre dans les rapports sociaux. Je pense que
la femme a un grand rôle à jouer. Parce que la femme, elle donne le lait. Donc, la femme au quotidien, elle réunit tous ses enfants. Elle les apprend à vivre ensemble, à avoir l'amour de son prochain. Et c'est ce qu'il faut véhiculer. Et ensuite, privilégier le dialogue à la place des violences. Même dans un foyer, quand madame et monsieur ne parlent pas le même langage, l'éducation des enfants s'est ratée. Le renforcement de la paix et de l'unité nationale redevient un enjeu dans le pays. Il y a quelques jours, le ministre de la Citoyenneté a mis en garde les fauteurs de troubles, y compris sur les réseaux sociaux depuis l'étranger. De cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.